moi je vais changer un petit peu de point de vue. Et puis je vais vous parler avec ça. Alors, moi je suis professeure de biologie. J'ai fait de la physio, quelques années de recherche à l'INSERM, quelques travaux de collaboration sur l'addiction aux drogues. Mais vraiment, la question qui va nous intéresser là, et le point de vue que je vais essayer de vous développer en réduisant un petit peu mon temps, ça va être de vous parler de la mémoire. De quoi on parle? On parle de prescription, on parle de mémoire, mais finalement, c'est quoi la mémoire? En fait, la mémoire, c'est des mémoires. Donc on va essayer de mettre des mots, d'essayer d'éclaircir un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Et puis, je vais reprendre tout ce dont nous a parlé Manon, mais sur le versant neurobiologique, c'est-à-dire qu'est-ce que la science, et en particulier ces dernières années, l'imagerie cérébrale, nous a permis d'observer, de réaliser, de concrétiser. Qu'est-ce que c'est que ces images cérébrales du trauma et de ce fameux trouble de stress post-traumatique? Alors, je vais aller rapidement sur les points fondamentaux. C'est extrêmement compliqué, les mémoires. Pour autant, il y a des choses qui sont importantes à comprendre dans le développement de l'enfant, dans le développement de l'adulte et dans la mise en place de ce qu'on appelle ces mémoires. La mémoire procédurale que vous avez là, c'est la toute première qui se met en place dès les premiers mois de la vie. C'est la mémoire des automatismes. C'est celle, par exemple, qui, avec le temps, une fois qu'on a appris à faire du vélo, on monte sur un vélo, puis on n'a pas besoin de se poser la question à savoir comment je vais faire pour tenir l'équilibre. On a un automatisme, on monte sur un vélo, on appuie sur la pédale et ça va tout seul. Cette mémoire procédurale permet aux petits d'acquérir l'équilibre et puis de se mettre à marcher de façon procédurale. Voilà, il suit la procédure, il ne réfléchit pas, c'est de l'automatisme. C'est la première qui se met en place. Bien évidemment, alors ça je vous le dis après, je vous les présente d'abord. La mémoire sémantique, c'est une mémoire plus à long terme, c'est nos savoirs. C'est celle qui, avec le temps, va nous faire dire « je sais que ». Je ne sais pas bien exactement à quel moment je l'ai appris, quelle heure il était, dans quel contexte, mais je le sais. Quelque part en cours à la fac, quelque part parce que j'ai lu des trucs, mais il n'y a pas d'instant de repérage forcément dans le temps, dans l'espace. C'est un savoir, une acquisition au fur et à mesure de nos apprentissages. La mémoire perceptive est celle qui est liée au sens. Elle a un petit côté automatique. Elle a un petit côté court terme, long terme. Je mets des mots dessus. Cette mémoire perceptive liée au sens, c'est celle qui va nous permettre, par exemple, je ne sais pas, je vous donne un exemple comme ça, on avait, quand on était tout petit, des protèges cahiers. Que quand on ouvrait pour la première fois, il y avait cette odeur très très forte d'alcool. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais ça reste imprégné. Je ne sais pas, moi ça me rappelle par exemple la rentrée. J'adorais la rentrée, les cahiers tout neufs. On sentait, voilà. On a ces mémoires comme ça qui sont complètement liées au sens et qu'on va intégrer. Alors, positive, négative, on va voir après, je vais vous parler de la mémoire de travail. Et puis, pour revenir sur ce qu'a dit Manon, parce que c'est hyper important, la mémoire épisodique, c'est sans doute la plus importante. C'est la dernière à se mettre en place. Cette mémoire épisodique, elle commence entre 7 et 9 ans. C'est tard. La mémoire épisodique, c'est notre mémoire de « je me souviens ». C'est celle qui va permettre, avec la mémoire sémantique, c'est-à-dire nos savoirs, nos connaissances, nos apprentissages, de nous reconstruire notre propre histoire. Ces deux mémoires-là qui sont en vert, il y a une sorte de code couleur, pour vous dire, c'est notre mémoire autobiographique. Ce lien entre les deux, c'est nous, c'est notre mémoire caractéristique. On va se souvenir là, dans notre mémoire épisodique, on va être capable de parler d'un événement en particulier. C'est mon anniversaire des 8 ans quand j'ai eu mon premier appareil photo. Voilà, je sais quelle heure il était, je sais comment j'étais habillée, je sais que c'est mon papa qui l'avait offert. Je sais que, voilà, je vais mettre des épisodes bien précis en lumière parce que c'est cette mémoire épisodique qui va construire notre histoire. Toutes
ces mémoires dont on parle, et quand on parle de la mémoire, de quoi on se souvient, vous voyez bien qu'il y a des épisodes de votre vie où ils sont plutôt passés dans la mémoire sémantique. Alors on allait dans les Alpes, mais alors quand est-ce que j'ai appris à nager dans la piscine des Alpes, je ne sais plus quel âge j'avais, parce que j'y suis tellement allée que c'est passé dans la sémantique. C'est un savoir que j'ai acquis, mais je ne sais plus le rattacher à un épisode particulier. L'important, c'est que tout ce que nous percevons va être interprété par cette mémoire à court terme qui est sans doute l'une des plus importantes et dont on va revenir. Donc je vais principalement vous parler de la construction de cette mémoire épisodique, du « je me souviens », un épisode en particulier, une agression ou pas, et de cette mémoire de travail qui fait qu'à chaque instant, on va être capable d'intégrer toutes les informations. J'ai un numéro à noter, alors je le retiens vite, le temps de le noter, mais ça, après, ça passe à la trappe comme information. Je l'ai noté, j'ai mon papier, j'ai plus besoin, j'efface, je mets à la corbeille. Et puis, il y a des choses qu'on va intégrer de façon un peu involontaire, je vous en ai parlé, c'est les sens. Alors, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Ça, c'est notre cerveau. Notre cerveau, c'est des groupes de neurones, de cellules, qui sont capables de communiquer les unes avec les autres. Ce cerveau, il est extrêmement complexe dans son organisation. Et pour autant, il est très bien organisé. Je vous ai pris ici les mécanismes d'intégration des informations sensorielles, parce que c'est peut-être le plus évident. Mais du coup, on a des zones très particulières. Alors, vous avez plusieurs lobes, le frontal, le pariétal ici, puis le cortex occipital derrière. Le cortex occipital, par exemple, va n'intégrer essentiellement que des informations concernant la vision. La forme, la couleur, les épaisseurs, enfin voilà. On a comme ça des régions très localisées, très investies dans une seule fonction. Et de la même façon, on va, pour notre mémoire de travail et pour notre mémoire épisodique, c'est-à-dire nos souvenirs, mettre en jeu 3 structures de notre cerveau, qui sont l'hippocampe, que vous avez ici, qui est une région très interne au cerveau, que vous avez en vert, et qui est le lieu d'intégration des informations de type mémoire épisodique, où on va finalement encoder ce qui fait qu'on va être capable de remobiliser ces informations pour me dire je me souviens de mon anniversaire à 8 ans et de cet appareil photo, et que c'était mon papa, et que c'était l'après-midi, et on va pouvoir comme ça le placer dans l'espace, dans le temps, et puis dans un environnement en particulier. Cet hippocampe, il ne fonctionne pas tout seul, il ne peut pas fonctionner tout seul. Il est en lien avec tout un tas d'autres structures cérébrales dont je vous passe les détails, mais il a un lien, une accointance particulière, quelques neurones qui se causent comme ça, de façon très particulière avec l'amygdale. Cette amygdale cérébrale, elle est pas très loin, parce qu'on a des accointances particulières, elle est plus petite. Et elle gère, elle, les informations de type émotionnel. Comme elle gère les fonctions de type émotionnel, donc est-ce que ça me fait plaisir, est-ce que c'est désagréable, est-ce que ça me fait peur, elle est aussi aux commandes de ce qu'on appelle la réponse au stress, pardonnez-moi. Et cette amygdale va être capable d'envoyer des messages à la glande surrénale, donc c'est une petite glande qu'on a juste au-dessus des reins, et qui va sécréter l'hormone du stress, qui est le cortisol. Et ce cortisol, vous en avez sûrement entendu parler, c'est cette hormone qui nous permet de réagir le jour où, par exemple, on se balade en forêt, on croise une vipère et voilà, on a ce mécanisme de défense qui se met en place, cette boucle de la commande de réponse au stress. On a un petit stress, on a vu la vipère, on a eu peur, l'amygdale s'est allumée, le cortisol a été dégagé, le cortisol circule dans le sang, il va aller activer la fonction cardiaque, favoriser l'utilisation de l'énergie par nos muscles et nous permettre tout de suite
avoir une réponse adaptée. Une réponse adaptée, bien évidemment, chacun va avoir sa propre réponse. Cela dépend de ce qu'on a vécu. Si on a vécu toute notre vie avec des vipères à la maison, il est évident que la réponse la plus adaptée, ça va être tout simplement de prendre le bâton et puis de la pousser pour ne pas se faire mordre, et puis tout va bien. On va avoir un cortex préfrontal dans ce cas-là. Troisième acteur, dont je ne vous ai pas encore parlé, mais que je vous présente, qui va être un petit peu le chef d'orchestre, et qui va dire des vipères, t'en as vu plein, l'amygdale, tu restes tranquille, l'hippocampe, tu te souviens que tu avais des vipères à la maison, oui, tout le monde se calme, on communique entre nous, on prend le bâton, on pousse la vipère, on avance la balade. D'accord? Donc ça, c'est de la réponse adaptée. Bien évidemment, la réponse adaptée, c'est aussi le stress si on n'a jamais connu de vipère. Tout ça, c'est la fonction mémorielle, puisque c'est parce qu'on a vécu tout ça qu'on s'en souvient, qu'on va permettre à cette amygdale, à l'hippocampe, d'être géré par le cortex préfrontal de concert, qui est un peu lui le chef d'orchestre, c'est un peu notre raison, d'accord, qui apprend tranquillement avec le temps à contrôler tout ça. Alors, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, je voulais vous dire à ce stade-là une chose importante. Vous voyez beaucoup de littérature concernant la prescription et puis tout un tas de gens qui discutent de ce stress post-traumatique et de la réalité de ce dont je vais vous parler un petit peu après. Notamment en disant, un argument fort, c'est de dire « mais quand on a été traumatisé, on s'en souvient beaucoup plus ». Puisque forcément c'est traumatisant, donc on est censé se souvenir beaucoup plus de ces événements-là. Alors, pour les souvenirs normaux, il est vrai que si on nous fait une surprise un soir d'anniversaire et qu'on n'était pas du tout prévenu, notre petite amygdale, là, qui va se réjouir de la surprise, où on va avoir un rebond émotionnel, va permettre une intégration plus facile à notre mémoire épisodique. Mais ça, c'est quand notre cerveau, physiologiquement, fonctionne très bien. Qu'est-ce que la science et l'imagerie cérébrale, notamment, nous a permis de montrer aujourd'hui? Alors, j'ai fait pas mal la biblio. Je vous avouerai que je ne suis pas partie pour vous faire une liste exhaustive de toutes les études qu'il y a eu sur le cerveau et sur le stress post-traumatique, parce que moi-même, ça a été compliqué. Donc, c'était pas l'idée. En revanche, j'ai choisi de vous montrer cette étude qui me paraît suffisamment pertinente et éloquente pour vous donner les détails dans la discussion. C'est l'équipe du docteur Jacques Dayan et de Bérengère Guillery, donc au laboratoire de neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine à Caen, et qui travaille en collaboration avec le pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Rennes. Ils ont fait une étude que je trouve assez remarquable et je voudrais qu'on regarde dans un premier temps ce schéma ici. Qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont pris, parce que bon, c'est pas moi, ils ont pris dans leurs études deux groupes d'adolescents. Un groupe d'adolescents qui ont vécu, sont en plein stress post-traumatique, ont vécu des agressions sexuelles. Ils ont entre 13 et 18 ans. Et on les a mis, dans une machine qu'on appelle un IRM fonctionnel pour voir quelle était de l'amygdale ou du cortex préfrontal, quelle était la zone la plus allumée en réponse à des tests. Je reviendrai un petit peu sur les tests, mais là en l'occurrence, le plus important, c'est que vous avez ici la réponse à ces tests de confiance en soi, il faut que je le dise, de confiance en soi sur le groupe d'adolescents de 13 à 18 ans. Ce que vous voyez ici, c'est l'intensité de l'activité cérébrale au niveau de l'amygdale. Et vous avez ici presque inexistant l'activité, la réponse de l'amygdale des adolescents qui n'ont rien vécu. C'est-à-dire qu'on a enregistré physiologiquement cette hyper
activité amygdalienne qui est aujourd'hui, je vous l'ai mis ici, aujourd'hui dans de nombreuses études, a été mise en évidence chez les personnes qui ont été traumatisées, donc qui ont un stress post-traumatique, soit dans des groupes de vétérans revenant de la guerre, soit majoritairement les deux groupes contrôle positif qu'on utilise dans toute la bibliographie, c'est les vétérans de guerre et les abusés sexuellement quand ils étaient enfants. Ici, vous avez l'enregistrement du groupe des enfants, enfin des 13 à 18 ans qui n'ont pas été abusés, qui n'ont pas de stress post-traumatique. Et là, vous voyez l'enregistrement de l'activité du cortex préfrontal. Et vous voyez ici, ou vous ne le voyez pas plus exactement, puisqu'il n'y a pas, il y a une absence d'activité du cortex préfrontal dans le groupe des enfants qui ont vécu un inceste, enfin une agression sexuelle, pardon, dans leur enfance. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce que la littérature scientifique met en évidence aujourd'hui, c'est que ce qui marche de concert en temps normal ne fonctionne plus en stress post-traumatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on a observé, c'est que l'amygdale n'est plus sous contrôle du stress, du cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, ici, il a un volume réduit. On a une hypoactivation. Une hypoactivation, ça veut dire qu'il ne répond pas, alors qu'il répond chez les personnes qui n'ont pas de stress post-traumatique. Ce cortex préfrontal, alors qu'il soit singulière, antérieur ou médian, peu importe son nom, j'ai envie de vous dire, je ne rentrerai pas dans ces détails avec vous aujourd'hui, puisque c'est très compliqué. Ce sont les deux zones ici qui sont vraiment dans leur fonction de contrôle de la fonction amygdalienne, c'est-à-dire le contrôle de la réponse au stress. Et vous voyez, c'est illustré ici, l'ensemble des études, ce qu'elle nous dit, c'est que l'amygdale des personnes qui sont sous stress post-traumatique est finalement complètement autonome, hyperactivée, et elle répond à des stress qui ne sont même plus des stress, c'est-à-dire que les personnes vont se mettre à sursauter alors que objectivement il n'y a pas de raison. Elles vont avoir une hypervigilance en permanence parce qu'elles sont en stress en permanence. Donc c'est à vivre au quotidien, c'est je suis en hypervigilance, ce qui explique les insomnies, ce qui explique les incapacités à gérer son stress, d'accord? Tout ce dont Manon nous a parlé tout à l'heure. Et puis, surtout, les études ont montré une réduction du volume de l'hippocampe. Alors, une réduction du volume de l'hippocampe, il faut voir ce que ça veut dire. Une réduction du volume de l'hippocampe, cet hippocampe, c'est les neurones qui nous permettent notre mémoire épisodique. C'est le « je me souviens ». Alors, comment on peut aller porter plainte quand on n'a pas développé son hippocampe correctement? Comment on peut avoir cette énergie nécessaire pour aller dire « je ne me souviens pas très bien » en fait? Le « je ne me souviens pas très bien » est hyper important dans ce qui nous concerne aujourd'hui. Et il est visible. Il est ici une altération physiologique de notre hippocampe qui ne se souvient plus. Alors si on fait un petit peu le bilan, et j'essaye d'écourter parce qu'il me reste 2 minutes, les altérations finalement cérébrales qu'on a pu mettre en évidence ces dernières années, je vous l'ai dit aujourd'hui en termes de technologie, vraiment depuis les années 90, l'imagerie cérébrale a considérablement fait progresser, notamment l'imagerie cérébrale fonctionnelle, celle où on enregistre l'activité au moment même où on va faire dire par exemple à ces jeunes adolescents, groupe abusé versus groupe contrôle, on va leur poser des adjectifs à valeur émotionnelle positive et ils vont avoir une hyperactivation de leur amygdalienne parce qu'ils vont l'interpréter eux négativement. Et cette réponse au stress
qui est déclenché chez eux mais pas chez les autres, est une des caractéristiques des troubles qui se résument de la façon suivante. Ce qu'on appelle une hyperimnésie, c'est-à-dire une occurrence mémorielle trop exagérée, liée à certaines informations du trauma, mais qui ne sont replacées ni dans l'espace ni dans le temps. Ça va être, je vous donne le cas par exemple d'une jeune fille qui a été abusée à ses 10 ans et qui se souvenait essentiellement de l'espace entre les volets de la fenêtre qu'elle avait fixée pendant son agression. Elle ne se souvenait au départ rien d'autre. Elle était fixée là sur l'espace entre les deux volets. C'est une information totalement dénuée de sens pour les enquêteurs. Et pour autant, c'est cet espace entre les volets qui revenait, et elle était capable d'en faire des cauchemars de ces volets. Et pourtant, les volets ne sont pas censés faire peur. Et puis à la fois, une amnésie d'autres informations liées au traumatisme. Alors, quelques études sur cette amnésie, juste je me dépêche parce que je sais que j'ai fini mes 20 minutes, notamment sur les visages. Les visages disparaissent, c'est extrêmement compliqué, et plus on est petit, plus c'est compliqué. Je vous ai dit tout à l'heure, la mémoire épisodique, celle qui permet à un individu, n'importe qui, de dire « je me souviens », apparaît, démarre à 8 ans. C'est compliqué, c'est extrêmement compliqué. Avant, on arrive à traduire des souvenirs, mais c'est des souvenirs qu'on n'arrive pas à contextualiser. Or, quand on va porter plainte, qu'est-ce qui compte? C'est les détails du contexte. Avec quoi on va embêter les enfants et les adultes qui arrivent après finalement à retrouver leur mémoire? Qu'est-ce qui compte? C'est les détails du contexte. C'est extrêmement compliqué. Et ça, cet état de stress post-traumatique, c'est le déficit de verbalisation du vécu traumatique. C'est vraiment une incapacité, Manon l'a dit, une incapacité à mettre des mots dessus. Pas parce que, alors, les psychologues appellent ça du refoulement, et c'est très bien. Moi, j'appelle ça une disjonction entre l'hippocampe et l'amygdale. Le clivage, c'est ça. Il est là, votre clivage. C'est cette petite croix rouge, là, le clivage. C'est l'absence de communication entre notre cortex préfrontal et notre amygdale. C'est ça, le clivage. Alors, juste, et j'ai fini, parce que c'est important, ces hypermnésies se retrouvent dans les syndromes d'intrusion, de reviviscence. C'est ce qu'expliquait Manon quand la victime a l'impression de l'avoir vécu hier. C'est des flashs qui reviennent d'un coup et qui font que, alors c'est valable pour les agressions sexuelles, mais c'est aussi valable pour les vétérans de la guerre. Un vétéran de la guerre, un 14 juillet, tac, boum, il va se cacher dans un buisson parce qu'il a entendu un pétard. Mais lui, il est à la guerre. Les adultes qui ont vécu les viols enfants peuvent se retrouver dans des situations où elles revivent leur viol. C'est hyper violent. Mais elles le revivent vraiment, indépendamment de leur volonté, sans pour autant pouvoir à côté, parce qu'il y a l'amnésie des autres informations, pouvoir revenir sur le contexte. J'ai pas le temps de développer, je m'arrête là, mais c'était juste pour voilà, essayer de mettre en image un petit peu ce que c'était que ces troubles de la mémoire liés au stress post-traumatique. Merci.